Septembre 1989, en Floride, à la maison de retraite Colonial Care, il est 8 heures du matin. L'aide infirmière prend son service. La nuit a été calme. Elle pousse son chariot de médicaments et entame sa tournée des chambres. Quand soudain, derrière une porte, elle aperçoit Brian, l'infirmier. Il est penché au-dessus d'un vieux monsieur de 93 ans. Brian lui fait une injection. Rien d'inhabituel a priori. Les injections, c'est son rayon. Et pourtant, l'aide-soignante est intriguée. Quelque chose cloche. Soudain, elle comprend. La seringue, elle contient un liquide opaque, brunâtre. Mais elle n'ose pas intervenir tout de suite. Le soir venu, c'est déjà trop tard. Le vieillard est mort de façon inexplicable. Brian Rosenfeld, que l'on surnomme l'infirmier de la mort, a encore frappé. Des malades sans défense, face à un meurtrier sadique, à la merci d'un homme censé les protéger. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. Brian Rosenfeld, l'infirmier de la mort, n'est pas inquiété pour le meurtre du vieil homme. Facile, qui irait croire à l'assassinat d'un homme malade de 93 ans, déjà condamné? Et puis, il n'y a plus de corps à examiner. Le vieillard a été incinéré 3 jours après son décès. Pas de corps, pas d'enquête. Malgré le témoignage de l'infirmière, le dossier est donc classé sans suite. À 32 ans, Brian est toujours passé entre les mailles du filet. Et pas question que ça change. En Floride, il a écumé presque toutes les maisons de retraite. 14 établissements en 10 ans. Le plus souvent, l'infirmier est renvoyé pour vol. Brian se drogue depuis la fin de ses études. Toutes les 4 à 5 heures, il s'injecte dans les veines des substances qu'il a volées dans la pharmacie. Ça l'aide à supporter les journées de travail et à soutenir le regard de ses collègues, méfiants, souvent choqués. Car des histoires circulent sur son compte, terribles, comme celle que rapporte Wesley Cherry à Rosedale Manor. Il a vite compris les petits jeux sadiques de Brian avec les pensionnaires. Tourner les malades sur eux-mêmes à toute vitesse, les relâcher à la dernière minute. Lui, ça le fait rire, Brian, de voir ces petits vieux tituber et perdre l'équilibre. Quand un patient l'énerve, il lui impose le jeu des doigts tordus. Il y a eu aussi cette banane enfoncée violemment dans la gorge d'un vieillard. Hélène Makoviak, une autre collègue, commence à parler elle aussi. Elle a vu Brian attraper les jambes d'une patiente atteinte d'arthrite. Elle a vu comment il les écarte, les croise rapidement, sans s'arrêter, et les cris de douleur de la vieille dame. Mais Brian s'en fiche, il a toujours été solitaire. De toute façon, si les collègues sont trop regardants, il a sa vengeance. Il fait boire des laxatifs aux patients. Pas un cadeau pour les collègues qui nettoient derrière. Alors sadique lui? Oui, peut-être. Brian n'a pas grand-chose à craindre. En tout, il a été renvoyé 14 fois pour vol, pour falsification de diplôme, mais toujours réembauché. Les infirmiers prêts à travailler en maison de retraite en Floride, ça ne court pas les rues. Et puis comme il le dit, tous ces vieux n'ont plus de famille. Lui les écoute, leur parle. Tout se passerait bien sans ces accès incontrôlables, ces envies de tuer, des envies irrépressibles, comme une drogue qui le submerge. Et ces moments-là se multiplient de plus en plus.
En juillet 1990, Brian retrouve du travail au Rosedale Manor. Le 29 juillet, ça le prend. Il sent en lui une pulsion de meurtre qui monte, prête à exploser. Alors, dès le matin, il se noie dans le travail, s'occupe l'esprit pour surtout ne pas y penser. Mais plus tard, dans la matinée, 2 aides-soignantes l'appellent. Muriel Watts, une retraitée de 80 ans, a de la fièvre. La vieille dame est étendue dans son lit. Elle souffre, elle est sans défense. Brian ne tient plus, c'est l'occasion rêvée. Il lui administre d'abord du Tylenol pour baisser sa température, puis ajoute une dose de liquide brunâtre, étrange. La seringue vide, il sent la jouissance l'envahir, enfin. Mais les aides-soignantes se méfient. Surtout, il a trop forcé la dose. Le liquide éclabousse la chemise de la vieille femme. Pire, il ressort par la bouche. Brian tente de se justifier. La vieille femme fait une hémorragie. Elle vomit du sang. Quelques minutes plus tard, c'est la fin. Muriel Watts est morte. La vieille dame est préparée pour être incinérée. Pas de corps, pas d'enquête, pense Brian. Sauf que rien ne va se passer comme prévu cette fois-là. La police est alertée et l'autopsie confirme les doutes du personnel. L'octogénaire a ingéré du Mélaril, un tranquillisant. Une dose massive de quoi tuer un éléphant. Pour tous, Brian devient un monstre, un tueur de vieillards. Le 23 août 1990, il est arrêté, enfin. Le sergent Vaughn, chargé de l'enquête, dirige le premier face-à-face avec le tueur. Il est essentiel. Mais Brian ne lâche rien. Il a juste voulu aider la vieille dame. Un mercy killing, comme on dit. Un acte d'euthanasie. Par pitié face à des vieillards qui souffrent. Pas un meurtre. Le sergent Vaughn n'y croit pas. Il revient sur le parcours du tueur. Au début des années 80, Brian, homosexuel, assiste son compagnon de l'époque, Maurice Beauchamp, dans sa fin de vie. Beauchamp a 15 ans de plus que lui et une maladie de foie incurable. Alors Brian serait un infirmier plein de compassion? Pas si sûr. Pour le sergent Vaughn, il a empoisonné son amant en phase terminale. Et puis Brian présente une personnalité complexe, paradoxale. À la mort de Beauchamp, il veut devenir moine. Il vole des bibles dans les églises. Il peint des symboles sataniques, inscrits « Die, you pig »,« Crève, sale porc » sur la façade de son immeuble pour forcer le propriétaire à repeindre les murs d'une autre couleur. Sadique, lui, certainement, mais en colère aussi. L'important pour le sergent est de savoir combien d'autres innocentes victimes le tueur a exécutées. Face au silence de Brian, un seul moyen, plonger dans les registres de présence, dans les actes de décès des hôpitaux où il a exercé, faire concorder ses heures de travail avec des morts suspectes de patients. Une montagne de dossiers à éplucher, oui, mais parmi eux, lesquels sont des morts naturelles, lesquels des assassinats? Un indice va mettre la puce à l'oreille de Charles Vaughn. Décidément, le diable vient toujours se cacher dans les détails. Penché sur sa table de travail, la solution lui saute aux yeux. Son écriture, l'écriture de Brian au moment de la mort d'un patient. Des lettres énormes, presque indéchiffrables, alors que dans les jours normaux, on a des lignes minuscules, précises, faciles à lire. Il suffit donc de faire coïncider les décès et l'écriture de Rosenfeld. La liste qu'il parvient à établir fait froid dans le dos. Il y aurait 201 victimes potentielles, sauf que 80% ont été incinérées. Pas de corps, pas d'enquête. Et puis, soudain, tout bascule. Brian finit par parler.
Il se confesse à son codétenu, David Greenway. En prison, l'infirmier de la mort avoue 23 meurtres. Il donne tous les noms de ses victimes. Le codétenu n'en retient que 6. La liste est trop longue. Hélas, tous les corps ont été incinérés. Tous, sauf un. Celui d'un certain Alphonse Silva, mort le 6 mai, à l'âge de 76 ans, sous la garde de Bryan. Pour Charles Vaughan, pas de doute. Direction Rhode Island, au cimetière Saint-François à Pawtucket, pour une analyse toxicologique. Nous sommes le jeudi 6 septembre 90. La veuve et le fils du vieil homme n'ont pas voulu assister à la scène. Le cercueil remonte à la surface. La dépouille est examinée. Il contient encore des traces de mélaryle. D'autres exhumations suivent. Celle d'une femme de 81 ans, décédée depuis 3 ans. Elle s'appelle Hazel Deremer. Elle est morte en juillet 87 au Sunshine Village Nursing Home. Bryan y a travaillé de février à septembre. Elle aussi a été empoisonnée. En 9 mois d'enquête, seulement 3 meurtres peuvent être prouvés. C'est peu, mais suffisant pour traîner Bryan devant la justice. Au tribunal de Largo, dans la salle d'audience, sa famille est là pour le soutenir. Elle cherche à comprendre comment l'aîné d'une fratrie de 9 enfants, si serviable, a pu sombrer. Est-ce le traumatisme de voir à 16 ans sa mère souffrir et mourir? Ou son enfance passée dans la misère? Ou encore les terribles souffrances endurées par son compagnon? Pour les jurés, Bryan est un monstre. Il est condamné à la prison à vie. Il emporte son énigme avec lui, mais pas tout à fait. En 2010, j'ai la chance de pouvoir le rencontrer dans une prison de Floride. Il est devenu fluet, et puis il annonce toujours les mêmes mots. Je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de mauvais. Entre les 4 murs d'un parloir, il avoue ce qu'il n'avait jamais admis jusque-là. Les injections n'étaient pas des actes d'euthanasie, mais bel et bien des meurtres prémédités, des meurtres commis sous le coup de la colère, des drogues. Il ne peut plus faire face aujourd'hui à la honte qui le tenaille, mais le tueur garde un secret plus lourd encore, car personne ne sait à ce jour combien de victimes ont succombé à ces injections funestes.